Cette semaine, dans le balado, on pourchasse l'excellence, on accepte un emploi toxique et on combat une nouvelle ennemie. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut! Salut! Oui. Dernier épisode déjà de l'année 2025. Oui, puis c'est toujours notre défi de traiter toutes les sorties du 19 décembre et celles du 25 décembre. On en a vu quelques-unes déjà, on va quand même mentionner les autres pour pas se garder trop d'ouvrages pour janvier non plus. Là. Mm-hmm. Et que ça... écoute, vous avez la réponse. Nous, on part avec la bonne intention d'être, disons, sous les 1h15, parce que c'est quand même presque une dizaine de films à traiter. Ouais. Mais on va parler principalement de 4. Oui, c'est ça. On n'a pas tout vu non plus. Exact. Mais avant donc de parler... Oui. Ben, j'allais dire, hors micro, ça n'en est pas parlé, mais il va falloir décider quand est-ce qu'on fait notre top de l'année. Oui. Probablement notre retour, la 1er de janvier. Ouais. Ben, en tout cas, on se parlera de notre horaire des fêtes, là, à moins qu'on ait le temps pendant. Puis si on se trouve un ou une invité, des invités encore, c'est quand même le fun pour discuter de ça. Sinon, on se connaît quand même pas mal, toi et moi. Fait que c'est le fun d'amener une nouvelle personne dans notre couple, hein, comme peut-être que certains films vont traiter. Ouais, voilà. Faudrait demander à Eric Kaboulian de venir s'entretenir. Ouais, c'est ça, s'il veut promouvoir Folichonnerie. Ça serait très drôle. J'ai vu des commentaires des gens qui avaient dit si ce film-là était sorti en 2025, il serait dans mon top de l'année. Ah ouais, ok. Ceux qui l'avaient vu, genre au TIFF ou quelque chose. Oui. Je sais pas trop. Oui, au TIFF, qui avait sa première. Bon, ben, c'est bon augure. Parce qu'il y a des gens que dans leur liste, eux, ils sont. Si le film a eu une présentation publique dans l'année, c'est donc un film de cette année. De cette année-là. Ouais. Des puristes. Voilà. Donc, un petit tour d'horizon des actualités. Pas le choix de commencer avec une triste nouvelle quand même, assez tragique aussi. Dimanche dernier, le 14 décembre, décès, meurtre-homicide du réalisateur Rob Reiner. Sa femme aussi. Sa femme aussi, Michelle, qui ont été assassinés par leur plus jeune garçon, Nick. Oh, ok, je savais pas. Ouais, c'est ça, qui souffrait de problèmes de dépendance, toxicomanie, toutes sortes de trucs comme ça. Donc, il avait recueilli, ça faisait quelques années qu'il demeurait chez eux, mais là, on sait que la veille, en fait, ils étaient à un party chez Conan O'Brien, un party d'industrie et tout ça, et qu'ils avaient invité leur garçon. Ils avaient demandé à Conan s'il pouvait inviter leur garçon parce que je pense qu'ils s'inquiétaient un peu de sa santé mentale, ou en tout cas. Et apparemment que Rob et son garçon se seraient vraiment ostinés et engueulés, créant de malaise et quittant le party. Et j'ai l'impression que c'est après ça que les fils se sont disjonctés et donc retrouvés assassinés. C'est une histoire de film. Ouais, vraiment. Donc, et surtout, Rob Reiner était vraiment connu dans l'industrie comme vraiment un gars super sympathique. Ouais, as-tu déjà joué dans des drames ou juste... Ben, jouer peut-être, mais en tout cas, réaliser, c'est que des comédies, non? Faudrait regarder, mais non, je pense qu'il a peut-être fait... Mais non, ironiquement, il avait fait un film coécrit par son garçon sur ses problèmes de dépendance et tout ça. Okay. Je pense en 2015 ou 2016, je me rappelle plus du titre. Mais il faut quand même Rob Reiner pour le contextualiser. Donc, qui était comédien d'abord, le fils de Carl Reiner, quand même aussi une des grandes figures de l'humour, Carl Reiner, qui avait réalisé entre autres Summer School et je pense The Man with Two Faces avec Steve Martin, mais qui avait été un scénariste dans le temps de Mel Brooks, en tout cas, bref. Fait que Rob Reiner avait commencé comme acteur sur la légendaire série All in the Family dans les années 70. Et était devenu réalisateur par la suite. Et il y a une série de 5 films quand même qui vont avoir marqué la culture populaire. Donc Stand By Me, Princess Bride, When Harry Met Sally, Misery et A Few Good Men. Ouais, c'est ça. Misery et A Few Good Men, c'est pas des comédies tant que ça. Non, c'est vrai. Ouais, effectivement. Ben oui, ça répond à la question. J'avais juste en tête Harry Met Sally puis Spinal Tap, là, c'est pour ça. Fait que voilà, ben oui. Fait quand même. Alors, voilà pour ce décès-là de Rob Reiner. Puis moi, je connaissais pas son visage. Je connaissais le nom comme réalisateur. Puis je l'ai associé plus tard parce qu'il jouait dans New Girl. Il faisait le père de la fille de Zoé Chanel. Oui. Puis plus tard, j'ai fait comme OK, c'est pour ça que c'est ce gars-là. Tu sais, des fois, t'écoutes une série comme ça américaine ou à la limite même québécoise, parce qu'on connaît plus les comédiens. Puis t'es genre, ouais, ça, c'est un petit rôle
Mais c'est clair que c'est pas un nobody, là. C'est une forme de caméo, quelque chose comme ça. Puis là, plus tard, j'ai dit, OK, ouais, c'est ça, c'est un grand réalisateur, là. Et d'ailleurs, il avait mis en scène sa mère dans la fameuse scène de When Harry Met Sally, qui donne la réplique, je vais prendre ce qu'elle a pris, c'était la mère de Rob Reiner. Grand aveu, je l'ai jamais vu, When Harry Met Sally. Je connais la scène iconique, mais je n'ai pas vu le film. Donc, aussi, c'était les nominations, c'était lundi matin, si je ne me trompe pas, des Golden Globes, quand même. Fait que je vais faire le tour rapidement, parce qu'on fera un épisode en bonne et due forme avec nos prédictions et tout ça. Les Golden Globes? Des Golden Globes. Non, d'habitude, on ne fait pas... pas un épisode spécial, mais on en parle. Ça, je l'ai dit. Oui, c'est ça. Donc, le vendredi avant la diffusion, qui sera le 11 janvier. Les 3 grands gagnants, donc One Battle After Another, je pense qu'il n'y a pas une surprise, un des films quand même qui a eu les meilleures critiques de l'année, avec 9 nominations. Ensuite, Sentimental Value, quand même, avec 8. Et Sinners, avec 7, quand même. Oui, Sinners va être une surprise, je pense. Ou sinon, le grand perdant. Ouais, moi, j'opte plus pour cette deuxième option-là, je pense. À nommer, donc, j'ai juste retenu les nominations meilleur film, donc comédie ou musical. Alors, en plus de retrouver One Battle After Another, on retrouve Blue Moon, quand même, surprise. Écoute, puis il y a même un doublé... Richard Linklater, parce qu'il était aussi en nomination pour Nouvelle Vague. OK. Bugonia, pas une surprise, Marty Supreme et No Other Choice, quand même, qui prend l'affiche bientôt. Et dans la catégorie drame, ça, j'étais un peu surpris. Frankenstein aussi a été très fort. Je pense que 6 nominations, quelque chose comme ça. Frankenstein en nomination. Hamnet, pas une surprise. It was just an accident. The Secret Agent, donc l'agent secret. Et également, donc, Sentimental Value et Sinners aussi, qui sont dans les meilleurs films. Fait quand même beaucoup de films étrangers. Ouais. C'est une grosse année quand même pour les productions internationales dans des grosses catégories. Alors, on pourra juger ça le 11 janvier. Je voulais faire du pouce là-dessus. Oui. Ils ont aussi annoncé les Oscars. Oui. Les courtes listes. Oui. Honnêtement, il y a plein de catégories que c'est pas si intéressant que ça. Là. Courte liste je sais pas comment dire, là, des effets techniques. Là, maquillage, on va les voir plus tard. Mais c'est le film étranger qui nous intéresse. Oui, parce que ça resserre vraiment à une liste plus prestigieuse, peut-être. Je veux pas nécessairement toutes les nommer, juste mentionner que, évidemment, il y a Sentimental Value. Norway, c'est en anglais. Norvège. Puis le Brésil avec l'agent secret, qui sont actuellement à l'affiche. Mais dans ceux qui viennent à l'affiche, pour ceux qui veulent tout voir, Belen de l'Argentine, ça, je ne sais pas. France, un simple accident est encore à l'affiche, ou sinon il a joué cet automne. L'Allemagne, Sound of Falling va sortir fin janvier. En Inde, Homebound, ça, je ne sais pas. Irak, le gâteau du président, President's Cake, je ne sais plus quand il sort exactement, mais je sais qu'il va y avoir des sorties au Québec. C'est peut-être plus en février, justement. Kokuo du Japon vient d'être annoncé, sortie plus large le 20 février. Jordanie, All That's Left of You, je ne sais pas, je ne connais pas. Palestine 36, de la Palestine, je pense que ça a sorti très limité plus tôt dans l'année. L'Espagne, Sirat va sortir en février, début février. La Corée du Sud, aucun autre choix, No Other Choice, sort à Montréal à Noël, sinon mi-janvier, l'expansion partout. La Suisse, Late Shift, je ne sais pas. Taiwan, Left-Handed Girl est disponible sur Netflix. Et Tunisie, La Voix de Indra Jab va sortir en janvier. Fait que, comme à chaque année, la plupart des films sont à venir, mais ça va... À toutes les semaines, il va en avoir un. Là. Ça va être une déferlante. Oui, c'est ça. Puis la courte liste, elle, là, les nominations... ça, c'est courte liste, mais les nominations finales, quand il y aura 5 titres seulement. Je me souviens plus quand c'est annoncé, mais c'est quelque part un mois avant, 2 mois avant? Mi-janvier, peut-être? Oui, mi-janvier d'habitude, effectivement. 6 semaines, parce que c'est fin février. Fait que là, des fois, ce qui arrive, c'est que certains films qui ont prévu sortir le 6 février, si finalement il ne fait pas la liste, là, le film n'est pas moins bon, mais son intérêt pour sa sortie est vraiment diminué. D'ailleurs, le Canada est finalement absent de cette liste-là. Donc, mais je pense qu'entre les branches, le film qui représentait le Canada, les choses qui nous tuent, The Things You Kill, quelque chose de même, va sortir début février aussi, puis
Je pense qu'ils savaient que c'était comme... Il y a un film à chaque année qui est là, mais à chaque année, on se dit pas hey, on va l'avoir. Là, mais c'est une grosse année, honnêtement, pour le cinéma international. Fait que c'est comme pas étonnant. Oui, puis on le voit, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais un film brésilien, peut-être que Je suis toujours là l'an dernier a ouvert les valves pour cette curiosité-là, mais L'Agent secret fait des très bons résultats là, depuis sa sortie, puis c'est quand même un film... pas aride, mais tu sais, qui est pas... C'est pas un film américain c'est traditionnel. Quand même un film d'auteur. C'est ça. Un peu un ovni, là, quand même. Ben, je pense qu'on jouit encore des succès que Parasite a ouvert, je pense. Là. Pas juste pour la Corée, mais comme le cinéma international en général, ça a vraiment ouvert de quoi? De dire, OK, il y a des bons trailers de partout. Et parlant des Oscars, ils ont annoncé qu'à partir de 2029, ils vont quitter la chaîne ABC pour YouTube. Ouais, c'est fou. Quand même. Fait que ça va devenir gratuit et tout, mais avec la pub et tous les autres, ils couvrent leurs frais, etc. Exact. Mais quand même, c'est ça, mais est-ce que ça veut dire que ça va devenir... Ah ben oui, il y en a déjà, dans le fond, tu vas l'écouter sur YouTube, mais il va y avoir des blocs publicitaires, probablement, puis des choses comme ça, Ouais, ça va être dans le fond une captation mais là, l'accessibilité va devenir super facile. Là. Ouais. Puis là, la diffusion, t'as plus droit à payer. Non, c'est sûr que ça doit être, j'imagine, plus payant pour eux de juste récolter... probablement qu'ils splitent les recettes avec YouTube ou quelque chose comme ça. Fait que justement, tu n'as pas de droit de diffusion à ABC. Puis qui, eux, probablement... Ben, c'est sûr que c'était la chaîne qui récoltait l'argent des diffusions commerciaux. Ouais, exactement. Fait que quand même. Fait que voilà pour les actualités. Bande-annonce. Le retour de l'enfant génie. Oui, du maître qui revient aux sources avec un film d'extraterrestre très cryptique. Steven Spielberg, puis j'ai oublié le titre. Disclosure Day. Ce qui serait comme jour d'aveu. Jour de révélation. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être un très bon titre en français. À ma connaissance, il n'était pas annoncé encore. J'avais pas vu la bande-annonce doublée ou quoi que ce soit. Fait que j'imagine qu'on est en train de plancher chez Universal là, comment on va traduire ça. Et ça sort en juin. 12 juin, Puis je le trouve quand même surprenant parce que en écoutant la bande-annonce, je trouvais pas que c'était un film d'été. Mais en même temps, c'est bien correct. Là. Il faut pas que tout soit du monde en bédaine à la plage. Là. Mais je pensais que ça avait plus l'air d'un film d'automne, là, de novembre et tout. Mais bon, fait que on croit comprendre qu'il y a un lien avec les animaux puis que soudainement, on réalise qu'il y a des extraterrestres parmi nous, genre qui nous ressemblent quand même pas mal. Exact. Qu'il y avait une vie cachée ou en tout cas... Et que pour X raison, là, ils décident de se révéler puis de voir comment ça va être accepté. Et qu'Emily Blunt serait l'une d'eux, probablement, en tout cas. Comme Miss Météo, là, ou l'actrice de nouvelles. Oui, c'est ça, parce qu'elle fait des drôles de sons en direct à la télé. Oui, à Glitch. Note au générique aussi, Josh O'Connor. De tous les génériques. On apprécie. Puis je pense que ça va être probablement son... Tu sais, il n'a pas joué, à ma connaissance, dans des gros films encore commerciaux. Ben, le dernier Knives Out. Ouais. C'est ça. Mais c'est pas une sortie cinéma commerciale tant que ça. Mais exact. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire là-dedans. Et à noter au scénario... Ben, Challenger, là, c'est quand même ça. Ouais, mais c'est pas un blockbuster dans le sens... non, mais ça a été... C'est pas un film de franchise. Ça a été vu beaucoup, là. Oui, ça a été un très bon succès. Mais, et au scénario, donc, David Coep, donc collaborateur de Spielberg sur Jurassic Park. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir. Je suis très curieux. Si jamais vous allez voir Avatar en fin de semaine, comme beaucoup de gens, sachez qu'il y a une bande-annonce exclusive, mais on joue à la gasse. Très, très court de Avengers Doomsday. Oui, qui sortira dans 1 an à peu près. Oui, exact. Ben, c'est sûr que c'est pas étonnant qu'il n'attachait pas une bande-annonce avec Avatar, le plus gros film de Disney de l'année. Mais c'est pas une grosse bande-annonce de 2020. Non, c'est ça. C'est une aguiche. Je pense qu'on n'en parle pas. On va vous la laisser découvrir, mais c'est très, il y avait des court. rumeurs qui disaient qu'il y aurait une bande-annonce différente par semaine puis tout. Moi, j'avais entendu les rumeurs, puis pour être dans le milieu, par contre, j'entendais rien, aucune information là-dessus. Puis... À part si c'est aux États-Unis ou quelque chose, mais au milieu du cinéma, on n'a pas eu d'informations comme quoi il y avait 4 bandes annonces et qu'il fallait les changer à chaque semaine. Puis, fait que je pense que c'est juste elle qui va être là aussi longtemps que le film sera à l'affiche, puis qui va sûrement arriver sur Internet dans 3 mois. Ou être filmé dès ce soir et être... Ouais, c'est des bonnes chances, effectivement. Parlons aussi d'autres teasers d'Agace. Un drôle de duo, quand même, que j'ai hâte de voir. C'est Digger, le nouveau film de Alejandro Iñárritu, mais qui m'en vedette
Tom Cruise. Tom Cruise. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire. Non, parce je sais même pas de quoi ça parle. De ruer vers l'or ou une enfant de même. Écoute, on sait pas. On dit une comédie de proportion catastrophique. Puis on le voit en silhouette, là, quasiment un petit peu quasiment les annonces iPod là, de l'époque, mais danser avec une pelle, puis son profil à contre-jour. Donc tout ça est très... Au début, je pensais que c'était Ralph Fiennes même. Au début, quand le profil et tout. Avec ça sortira au mois d'octobre. On n'a pas la date précise, mais comme je pense la dernière fois que Tom Cruise a joué dans un film d'auteur, parce qu'on s'entend qu'il y aura tout quand même, c'est pas du cinéma hyper commercial. C'était Magnolia, je pense, de Paul Thomas Anderson. Hein. Je pense qu'il n'y a pas eu autre chose. Donc, j'ai bien hâte de voir ça aussi. Ciel couleur vanille, c'était-tu avant, après? C'était la même période un peu? Mais c'est quand même un gros film... commercial d'Hollywood quand même. Oui, mais je pense que l'original était plus indie, puis celui-là, il l'avait rendu thriller commercial. Exact. Là, avec, ce qui a été la porte d'entrée de Penelope Cruz en Amérique du Nord. Oui, tout à fait. Allons-y donc avec les sorties. Écoute, je te propose d'y aller quand même d'abord avec les films du 19. Ben oui. Même ceux qu'on n'a pas vus, je vais quand même les mentionner, puis après les films du 25 décembre, pas tout mélanger. Alors, donc, 19, la grosse sortie, je pense qu'on peut même qualifier de l'année, là. Avatar, Fire and Ash de James Cameron. Oui, Jim Cameron pour les intimes. Ah oui, t'es si intime que ça. Il a écrit une lettre aux exploitants, là, parce que ce film-là est super compliqué, parce qu'il y a plein de versions. Il y a du high frame rate, donc 48 images secondes, du traditionnel 24, du flat, du scope, du 2D, du 3D, des sièges qui vibrent, tout. Puis il veut que c'était la même affaire depuis les précédents, chaque cinéma joue la meilleure version par rapport aux capacités de sa salle, là, parce que tu as des films qui sont scope, donc plus larges, puis flat, qui sont un petit peu plus carrés, mais il n'y a pas d'obligation à ce que ton écran, ça sera quoi sa nativité, genre son format naturel, si est-tu flat ou il est scope, puis après tu peux jouer les deux avec des rideaux ou juste du masking numérique, tu sais. Fait qu'il veut juste que chaque salle soit optimisée selon son format naturel pour que ça soit un peu plein écran. Fait que... ils ont fait ça, je pense qu'ils ont... En tout cas, ouais, bref. Puis, fait qu'il a comme écrit une lettre, ben là, c'est peut-être... Si tu vraiment lui, là, c'est pas écrit à la main, mais c'est signé Jim Cameron. C'est comme merci de faire des tests, de mettre le niveau sonore à telle affaire. C'est très expérience. Parce que lui, il en fait, c'est un grand défenseur des sorties au cinéma, là, justement. Là. Et control freak comme Christopher Nolan. Ouais, c'est ça. Mais il dit le milieu est un peu en crise en ce moment. Il y a un petit relâchement des gens à aller vers le cinéma, mais je pense que c'est juste une phase, puis il faut tenir bon. Puis on va se rappeler, il y en a eu d'autres crises, puis on va se rappeler que c'est là que ça se passe pour voir un film, puis le vivre en gang, puis les meilleures conditions possibles. Fait que bref, c'est le 3e film de la franchise Avatar. Là, c'est plus une surprise qu'il y en ait autant là, pour la plupart des gens qui suivent le monde du cinéma. Le 2 était en 2022, là c'est le 3e. On a annoncé un 4, un 5 qui vont suivre dans les prochaines années. On suit encore la famille des Sully qui sont établis dans le clan des Metkayina, là, sur le bord de l'eau. Sauf que là, ils se relèvent, ils ont de la misère à se relever de la tragédie qui les a frappés, de leur fils aîné qui est décédé dans la bisbille et la bataille navale du 2e. Mais pendant ce temps, le conflit continue à s'envenimer entre les Na'vi et les humains, qu'ils appellent les Sky People, qui poursuivent la colonisation de Pandora et durcissent vraiment leur méthode. Son némésis, le colonel Colonel Quaritch, joué par Stephen Lang, qui est toujours là, en Na'vi, et qui veut rattraper. Parce que dans le fond, son fils biologique, qui est le petit Spider, le petit humain avec un masque, est rendu un peu avec la famille de Jack Sully. Puis là, c'est un gros enjeu qu'il a toujours besoin d'un masque. Puis dans un moment de crise à Manny, ils vont la jeune fille va comme faire une espèce d'incantation et s'amuser avec la forêt et blablabla. Fait qu'il va gagner la capacité de respirer sur la planète Pandora où l'air n'est pas respirable par les humains. Fait que ça va devenir comme un trésor parce que eux les Na'vi vont vouloir le protéger, puis du côté des humains et des militaires vont vouloir se l'accaparer pour faire des tests dessus puis dire est-ce que tous les humains pourraient vivre sans avoir besoin de bonbonnes d'oxygène. Et accélérer la colonisation avec ça. C'est ça. Et va s'ajouter à toute cette guerre-là un autre peuple de Na'vi mené par la chef Varang qui sont très, très agressifs. C'est les Mangkwan. Tu sens comme des Premières Nations, mais eux sont plus intenses, sont plus violents même envers les autres peuples Na'vi, plus agressifs. Ils vivent au pied des volcans. Fait qu'ils sont comme
connectés, ils sont plus dans la sorcellerie, moins connectés avec la nature de la même manière, mettons. Ouais. Ils pourraient être cannibales même. Là. Ils pourraient avoir là-dessus. Ils scalpent les autres et tout. Là, ils leur coupent leur petite tresse de vie et tout. Là. Fait que, bref, peut-être qu'il y aura une aide qui sera menée entre Quaritch puis Varang pour pogner Jake Sully puis tous les autres navis puis aider les humains puis etc. Puis tout le monde sait plus il est où là-dedans. Et ça dure 3h15. C'est son plus long jusqu'à présent, le plus ambitieux en ce sens. Ça reste toujours aussi spectaculaire. Moi, je l'ai vu en 2D. On l'a pas vu ensemble. On l'a vu en 2D les deux. Ouais. Fait que c'est sûr que le plus que tout le monde dit, c'est 3D, c'est les plus gros écrans possibles. Probablement que les IMAX vont déborder tout le week-end. Mais c'est un film qui va être à l'affiche tout le temps des fêtes. Il n'y a pas de doute là-dessus pendant plusieurs semaines. Ouais, non, c'est juste curieux de voir est-ce que c'est sûr que le public va être au rendez-vous dès le départ parce qu'il va être curieux. Est-ce qu'il va être aussi populaire que le deuxième volet qui avait surpris quand même? Je pense pas que les gens, même dans l'industrie... 2,1 milliards. Ouais, c'est ça. Donc, mais là, on avait eu un plus grand laps de temps entre le premier et le deuxième que le 2 et le 3. Donc, si vous n'aimez pas Avatar, honnêtement, c'est pas lui qui va vous faire changer d'idée, je crois. Non. Si vous aimez l'univers d'Avatar, je pense que vous allez vraiment y trouver votre compte. Comme tu l'as dit, visuellement, c'est impeccable. C'est toujours beau être plongé dans ce monde-là. J'ai beaucoup aimé l'ajout de cette nouvelle tribu-là, qui fait penser là, un peu aux enjeux de la colonisation du continent nord-américain avec les tribus des Premières Nations. Ils font penser peut-être un peu aux Iroquois, là, la façon qu'ils sont maquillés et tout ça, puis contre les Hurons. Fait que ce côté-là que je trouvais quand même assez intéressant. Les humains qui vont essayer de chercher des alliances. Voilà, effectivement. Fait que il y a un gros enjeu sur les armes à feu et tout. Ouais, oui. C'est un peu, il y a un parce que James il fait ça parce que c'est aussi une espèce de fable écologique tout ça là, parce que les humains qui veulent aller tout péter la forêt puis prendre les ressources puis on s'en fout puis nous on en a besoin pour progresser. T'sais. Puis il y a aussi les relations avec les armes à feu, parce que là, comme ils se sont fait beaucoup attaquer à la fin du 2, qu'il y a eu des morts, et là, Jake Sully est plus en mode il faut ramasser des armes partout où on en trouve, ça va être important, mais les autres sont comme non, on veut pas d'armes à feu chez nous. Puis il y a ce côté-là très américain de ça te prend un gun pour te défendre des guns. Fait que faut que tout le monde ait des guns pour se défendre des guns, tu sais. Fait que mais qui a un peu raison, mais en même temps tort, mais. Moi, je dirais la grosse révélation, et juste pour ça, c'est Una Chaplin qui joue la méchante, la chef de cette tribu-là qui vient du feu et des cendres. Elle est vraiment incroyable, même si c'est pas elle qu'on voit. Ouais, c'est en motion cap. Là, effectivement, mais on voit déjà dans ses expressions, dans son regard. Alors Cameron avait dit ce qu'il avait... c'était démarqué dans l'audition, c'est justement, elle avait comme... espèce de sensualité, un côté très dangereux, mais qu'elle pouvait switcher d'un ton rapidement un à l'autre et tout ça. Fait que... Ouais, tu peux jamais vraiment y faire confiance. Même non, c'est ça. Puis comme psychopathe, on sait qu'elle est dérangée, mais très charismatique en même temps. Ça fait un peu secte, tout ça. Et Una Chaplin, c'est la petite fille de Charlie Chaplin, quand même. Il faut souligner. C'est incroyable. Et écoute, eux, juste fun fact comme ça, ils avaient débuté le tournage en septembre 2017. Pour le film, quand même. Il y avait pour les 2 et 3. Ouais, fait qu'ils ont tourné simultanément. Puis, dans le fond, le tournage des 2 films se sont terminés en décembre 2020. Fait que, la première partie, ceux qui ont joué dedans, c'est pas si pire, c'était avant 22, mais là, elle qui apparaît juste en 25, c'est quand même fou. C'est ça, fait qu'elle, ça fait 5-7 ans qu'elle a tourné. Exact. Puis là, il est en rumeur pour 4 5. Tous les personnages sont en rumeur. En fait, tous les comédiens sont signés, même si on les prend pas. Là. C'est juste une question de principe qui sont au moins là rattachés si jamais on les inclut ou on les élimine. Ou en 5 flashbacks ou n'importe quoi, dépendamment des finalités. Parce que je pense Kate Winslet, tout avait été tourné à l'époque du deuxième film. Fait que je pense pas qu'elle a retourné parce qu'elle est peu là dans le film. C'est ça. À noter quand même le budget colossal de 400 millions. Ouais, puis ça, c'est ce qu'ils veulent bien dire. C'est ça. Sans la promotion, évidemment, mais qui le place au 6e rang, quand même, de tous les temps. Et j'ai été surpris quand même de le voir, le premier. Ben là, il y avait le dernier Indiana Jones qui était quand même très élevé. Là. Ouais, pas été... Je pense que dans le top 10, mais pas top 7. Je pensais qu'il y avait... Parce qu'à un moment donné, il parlait de 300 quelques, puis à un moment donné, à cause du de-aging de Harrison Ford, c'est rendu dans le 450. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'officiellement il avait mis. Ben là, on parle de chiffres officiels. Fait que c'est ça. Okay. Fait que, mais on est un peu dans la même famille. Mais c'est-tu comme les Transformers puis des affaires de même? Non plus.
C'est récent, donc? Oui. Oui, sûrement. De films de franchise? Oui. Pas Terminator? Non. Jurassic World, peut-être? Les 2 derniers Jurassic World sont en 2 puis 3. OK. Ouais. Puis le 1, ça m'échappe. Puis 1 et 4, c'est de la même franchise aussi. Des Star Wars? Des Star Wars. OK. Fait que Force Awakens est 4e ou 5e. Ouais. Et c'est Rise of Skywalker, le dernier, 490 millions. Ouais, peu folie, là. Et honnêtement, je trouve que ça paraît pas tant que ça à l'écran. Ben, pas plus que les autres, là. C'est exact, fait que c'est fou. Fait que voilà, pour Avatar, puis pour la suite, c'est comme un peu le flou. Puis moi, parenthèse, moi j'ai vu des critiques que, comme on dit, le rendu là, c'est une histoire un peu classique, puis des effets incroyables, puis on se laisse porter par cette histoire-là qui... Oui, même si c'est long, je sais pas exactement qu'est-ce que j'aurais coupé, comme on se disait. C'est juste qu'il prend le temps de prendre son temps, mais c'est pas un film qui est lent. C'est juste qu'il montre beaucoup de personnages, beaucoup de situations. Parce que le seul hic, c'est que c'est un peu répétitif. Il y a certaines, pas images, mais certaines scènes ou séquences évoquent beaucoup le deuxième. Ouais, c'est ça. Fait que ça paraît juste un peu moins original. C'est ça. Fait que c'est peut-être ce côté-là, tu te dis, ça serait peut-être fun d'aller un peu ailleurs, mais bon. Ben moi, ça me faisait penser, parce qu'en plus, c'est le même gars. L'effet Terminator 1 puis Terminator 2. Que c'est un peu la même histoire, mais boosté une fois que tu as plus de budget. Puis que tu fais. Là, c'est sûr que dans Avatar 2, il y avait déjà pas mal tout son budget, mais on dirait qu'il y a un peu cette idée-là encore. Ouais, on va reprendre la chasse à la baleine, mais on va le mettre plus. On va reprendre les humains, mais on va le mettre plus. On va mettre un nouveau. Là, il y avait juste 2 personnes en guerre. On va mettre une 3e tribu. Là, puis moi, je faisais même plus loin. Ça m'a laissé l'impression que c'est comme finalement un film coupé en 2. Parce que, entre le 2 et le 3? Ouais, oui, je pense que c'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est pas un part 1, part 2, mais ça pourrait quasiment être ça, finalement. Ouais. Oui, puis j'allais juste dire, donc, pour Avatar 4 et 5, il y a comme un peu un flou. Puis cette semaine, Cameron dit, je suis pas certain, on verra. Puis en même temps, apparemment que 25%, le quart d'Avatar 4 a été tourné. Ouais, sûrement. Ouais. Fait que je pense pas qu'il va laisser ça de même sur la glace. Il faudrait vraiment que lui se plante pour qu'il tire la plug. Là. Puis, tu sais, je pense peut-être plus une question d'écœur en titre. Puis je pense qu'après, quand tu as livré la marchandise, j'imagine tu dois comme être 1-2-3 mois. Regarde, je veux juste plus toucher à ça. J'ai besoin de me changer d'idée. Mais au départ, quand on a réannoncé le feu vert du projet, là, avant que Way of Water sorte, puis c'est comme on va en faire plein. Puis là, Cameron avait dit, je vais faire le 2, puis c'est tout. Puis après, il a dit, je vais faire le 2, puis le 3, puis c'est tout. Puis là, je vais tous les faire. Puis là, Fait qu'il peut aussi juste passer le flambeau. C'est ce qu'il disait dans l'article que j'ai lu. Il dit que c'était pas impossible, que je chapeaute, je supervise, mais que le day-to-day, vraiment de tourner, de capter les comédiens, les performances, ce serait un autre réalisateur. Là, fait que, à suivre. Mais le connaissant qui est tellement, comme je disais, control freak, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Puis il va être all-in pour 4 et 5. Ou cette personne-là qui va co-réaliser va être vraiment... faut qu'elle soit d'accord qu'elle n'a aucune liberté puis qu'elle fait juste... Oui, M. Cameron a demandé qu'on fasse ça comme ça. Là, ouais. Alors, tâcheron, mais qui gère des budgets de 400 millions. Là, donc, si la science-fiction n'est pas votre tasse de thé, il y a un thriller de Housemaid de Paul Feig qui prend l'affiche aussi. Oui, simplement La femme de ménage au Québec. Paul Feig qui joue autant dans la comédie avec Bridesmaids ou le remake des Ghostbusters que dans le thriller avec, entre autres, A Simple Favor, qui est un bon comparable pour ce même film-ci. C'est l'adaptation d'un roman à succès vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires de Frida McFadden, mais scénarisé par Rebecca Sonnenschein. Et ça met en vedette un trio fort sexy de Sydney Sweeney, Amanda Seyfried et Brendan Sklenar. Brendan, il a l'air un peu d'une copie de Bradley Cooper dans son look. Beaucoup plus musclé, découpé au couteau, même la mâchoire. On l'a vu dans It Ends With Us et dans Drop aussi. C'est lui qui faisait la date photographe. À sa sortie de prison, Millie Calloway, jouée par Sydney Sweeney, a absolument besoin d'une job vu qu'elle est comment on appelle ça là, en peine? En probation. En probation, merci. Et va décrocher cet emploi de femme de ménage en résidence dans la famille des Winchester, donc engagée par Nina, la femme jouée par Sydney Sweeney, et son mari Andrew, qui est donc joué par Sklenar, qui est un riche gars de tech.
et qu'ils ont une fille unique, Cecilia. Mais ce qui semblait un nouveau départ pour la jeune femme qui souhaite se reconstruire et se poser et accumuler un peu d'argent va se transformer quand même en cauchemar parce que, alors que tout semble parfait, elle va découvrir que l'autre dame est quasiment en psychose, puis elle fait beaucoup de manipulations psychologiques contre elle. Mais heureusement, le beau, j'ai déjà oublié son nom, Andrew, est un peu là pour calmer le jeu et modérer les deux Madame Blonde. Évidemment, il va y avoir des secrets à découvrir. C'est un film à punch, c'est un film à balle courbe. C'est un thriller quand même kitsch qui joue un peu sur justement les clichés du genre. Je pense que la grossière des thrillers sexy avec... voyons comment il s'appelle, le blond là, qui sort avec Catherine Zeta-Jones. Là. Ah, Michael Douglas. Michael Douglas dans les années 90. Ouais, Fatal Attraction. Moi, j'avais un Basic peu de vibe. Instinct. Puis, The Hand That Rocks the Cradle aussi. Ouais, la main qui berce l'enfant. Ça, il a annoncé un remake de ça. Oui. Fait qu'un peu ça, mais sauce 2025 à tout ça. Je pense que Paul Feig s'amuse beaucoup dans la réalisation. Comme on dit, chose qu'il avait faite avec Une simple faveur, puis la suite qui avait été sur plateforme là, avec... Blake Lively, puis l'autre, la Cop Song. Pitch Perfect. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'il s'amuse bien à jouer avec ça, à nous faire pencher avec ses jeux de caméra, ou s'ils sont dans une maison designée très esthétique. Fait que c'est facile de bien filmer ça et de rendre ça un peu effrayant. Tu sais, c'est quand même... Je sais pas, d'une certaine façon, c'est un petit peu parasite sauce américaine. Là, d'une certaine façon, même si c'est pas la prétention du film puis du roman, là, parce que c'est un peu plus sexy quand même. Mais il y a un peu ce côté-là, les riches, les pauvres, les prisonniers, comment on gère tout ça, puis de la manipulation psychologique. Ouais, donc dans ce trailer, c'est toujours une question, est-ce que le payoff à la fin, le punch va être satisfaisant? Fait que je dois avouer que pour ce cas-ci, oui. Ouais. On a envie de jouer à découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ces murs-là. Il faut dire que le film, comme ça dit, très bien réalisé par Paul Feig, un bel esthétisme, la maison qui existe pour le vrai d'ailleurs, je regardais. Et souvent les comédiens regardaient des films dans le sous-sol, dans le cinéma maison pendant qu'ils préparaient des shots et trucs. Ouais, c'est ça. Donc, il relaxait là. Et porté par les trois comédiens, vraiment. En fait, j'adore Amanda Seyfried, qui est un peu dans un contre-emploi ici, quand même. Elle a l'air de s'amuser, là, vraiment, à jouer cette névrosée-là. Tout à fait. Le jour est sympathique, le soir est complètement... quasiment comme un loup-garou, là. Le soir est... Berserk. Et c'est Sweeney toujours efficace. Et même chose pour, là, tu vas me redire le nom du comédien. Brandon Sklenar. Ouais, une nouvelle gueule qu'on commence à voir puis qui est intéressante. D'après moi, dans 2 ans, on le voit dans un film de super-héros. C'est sûr. Donc, fait que je pense que ça va plaire peut-être. C'est clair qu'il fait, tu sais, quand il y a des scènes en torse ou en camisole, c'est comme ça, hein? Il y a des haltères en arrière, là. Il se jack bien gros. Petit plan sur les fesses aussi, là, pour les demoiselles, c'est clair. Il se lave les dents du fesses. Donc, j'allais justement dire, je pense que ça va être avant tout peut-être un public féminin qui va apprécier le film. D'ailleurs, je pense qu'ils ont aussi majoritairement lu le roman. Mais allez-y accompagner. Je pense que les chums amis vont aimer ça aussi. Là. Moi, la première heure où on installe les choses, je l'ai trouvé un petit peu longue à un certain moment. Faut y laisser sa chance, faut être patient. Mais après à peu près 1 heure, là, on commence à avoir des révélations, puis il se passe des choses plus grandioses. Puis parce que t'as un côté un peu Aude Rose au début, un peu. Là, c'est un peu le ton, elle fait penser à un 50 Shades of Grey un peu. Parce qu'il y a une petite séduction en coulisses de genre, hey, t'es bon d'être avec cette folle-là, mais moi, en tout cas, je veux pas chier votre mariage, mais moi, je serais quand même intéressé. Puis là, fait que tout le temps que ce long jeu-là s'installe, c'est ça. Là, c'est un petit peu comme... J'étais là, si le film reste de même, un petit peu... After ou 50 Shades, là, c'est ça. C'est comme, c'est un peu poche, mais ça tombe plus dans le trailer, puis la manigance, puis là, ça devient plus intéressant, puis le scénario se dévoile d'une belle manière aussi et tout. Là. Donc voilà, pour The Housemaid. Sinon, quoi d'autre le 19? C'est juste noter que c'est quand même 13 ans et plus aussi. Là, fait que, quand même. Vous aurez compris de la manière dont on le décrit, c'est pas... elle pas en famille, là. Ou si vous êtes du genre à avoir des enfants de 15 ans puis aller voir des affaires un peu sexy puis aimer ce malaise-là qui confronte, vous pouvez. C'est sûr que ça va peut-être créer quelques émois chez les pré-ados quand même. Puis c'est ça. Puis il y a une ressurgence de ça quand même, des nannies puis des housemaids. Fait que de dire, on va checker où est-ce que tu travailles. Tu vas être nanny en Ontario pendant 6 mois.
checker un petit peu plus. Comédie D'où Jésus de Frédéric Quiring avec les Françaises Marie-Lou Berry et Isabelle Nanty. Isabelle Nanty qui a toujours aussi une belle bouille un peu méchante, là, dans le fond. Celle qui fait la sœur suprême. Sœur Lucie, qui est une religieuse dévouée, décide de fuir son couvent après 20 ans là-bas pour retrouver un amour de jeunesse qui est accusé, en fait, d'avoir commis un méfait, un vol à main armée et tout. Et c'est impossible, je le connaissais, ça peut pas être lui, je dois le retrouver pour le défendre. Et la drôlerie là-dedans, c'est que ça fait 20 ans, évidemment, qu'elle n'a pas mis le pied en dehors. Alors, dans le vrai monde. Ouais, les technologies, les cellulaires, toutes ces choses-là. Alors, à travers son enquête, un peu, il va avoir droit à plusieurs scènes cocasses. C'est très léger. C'est pas trop vaudevillesque non plus, parce que c'est pas un huis clos. On se promène partout, comme on voit souvent dans la comédie française. Mm-hmm. C'est pour un certain public, mais c'est quand même inoffensif. Là. J'ai trouvé ça très bien. Puis si c'est votre genre ou dépendamment de l'âge que vous avez en nous écoutant, là, j'essaierai pas de vous vendre. Honnêtement, j'essaierai pas de vous le vendre si vous avez comme 31 ans. Là. Mais pour un certain public, pour vos parents, moi, c'est ma belle-mère qui m'a parlé du film. J'étais comme, oh, OK, je savais pas que ça rayonnerait jusque-là. Puis il y a quelques semaines, on m'a dit, hey, ça a l'air drôle, ça. Puis j'ai fait, OK, il y a un public. Puis... c'est le thème classique du poisson hors de l'eau, là, évidemment. Oui, c'est ça, exact. Voilà. Okay. Puis il y a comme une petite enquête aussi à trouver, prouver l'innocence, etc. Il y a le biopic Moi qui t'aimais de Diane Kurz, qui est aussi un film français, avec Marina Foy et Roche Dizem, qui incarne Simone Signoret et Yves Montand, deux vedettes de la chanson et de l'acting aussi. C'est des comédiens aussi. Yves Montand, célèbre pour Les Feuilles mortes, la version française de Autumn Leaves. On les suit pas mal de 1974 à 1985. C'est une histoire d'amour tumultueuse où on s'aime plus que tout et on ne se laissera jamais, même si on est très infidèle et qu'on a de la misère à se le pardonner. C'est pas mal une chronique comme ça, mais on souligne beaucoup de bien de la mise en scène puis du côté un peu méta au début, que comme c'est des comédiens qui jouent ça, c'est comme une interprétation de tout ça. On les voit se maquiller au départ et comme Zem puis Foy de genre comme on s'apprête à jouer le jeu. OK. Ouais, parce que je trouvais que Zem, c'est un drôle de choix de casting a priori pour me jouer mon temps, mais là dans ce contexte-là, ça s'explique. C'est ça. Fait que bref, ce qui est dans certains cinémas. Mais comme on dit depuis plein de semaines, il y a énormément de films qui sont à l'affiche, plus Wicked puis Insaisissable puis qu'est-ce qui est sorti la semaine passée, puis tout ça, tout encore là. Fait que c'est pas tous les cinémas qui sont capables de jouer tous les films là. Alors, ça se peut que ça soit pas présenté dans votre ville ou que ce soit dans l'autre cinéma, que les cinémas se partagent les écrans. Que le prochain, ça doit être le cas. Et peut-être pour les jeunes familles, je sais pas si tu allais là. Lui, il va être dans tous les cinémas. Bob l'éponge, le film à la recherche de Bob. C'est le troisième film déjà, je pense. C'est le quatrième, je pense déjà, même. Mais c'est parce qu'il y en a un qui est sorti aussi pendant la pandémie. Sur la plateforme. Il est juste sorti au Canada au cinéma, alors qu'il y avait des mesures sanitaires, genre 30 personnes par salle, là, puis des affaires de même. Puis il n'était pas sorti aux États, fait qu'il y a pas mal moins de box-office. SpongeBob Movie The Search for SquarePants de Derek Dryman. Bien décidé à prouver son courage, Bob l'éponge, accompagné de Patrick, son ami étoile de mer, Mollason quand même, invoque malgré lui le fantôme du capitaine du Hollandais volant, là, le classique bateau de pirate. Alors, pris au piège, Bob devient le jouet du pirate qui va qui va essayer de servir de lui pour briser une malédiction qui le gagne. On dit que c'est un récit initiatique assez classique, que c'est rigolo, que c'est à la hauteur des Bob l'éponge, ça dure 1h30. C'est vraiment de l'humour absurde. Moi, j'adore, honnêtement. J'ai pas vu les films, mais mon garçon a grandi avec la série télé. Fait que souvent les matins, avant d'aller le conduire à l'école, j'écoutais Bob l'éponge avec. J'adore beaucoup le degré d'humour. Je suis entre les deux, moi. C'est ça, j'ai discuté avec un collègue aussi, puis lui était un petit peu plus Bob l'éponge, puis j'étais comme, moi, ça m'a pas gagné. Puis en rétrospective, c'est parce que j'avais 16 ans quand ça a commencé. Fait que même si ça vise un petit peu plus adulte, j'écoutais plus... Vrac ou Télétoon pour écouter ça, puis fait que j'ai glissé moi dans Bob l'éponge. Je connais bien l'univers et ce que c'est, mais j'ai peut-être vu 2 épisodes dans ma vie, alors fait que c'est très drôle. Et mon garçon pensait au début que c'était une tranche de fromage. D'accord. On peut écouter l'émission de la tranche de fromage? C'est quoi? Ouais, puis pour ceux qui ne savent pas, Bob l'éponge vit sous l'eau. Fait que c'est toutes des voitures marines, mais
comme s'ils n'étaient pas vraiment sous l'eau. Là. Ouais, c'est ça. Quand ça leur sert, mais sinon, la dynamique et la physique est différente. Et pour les plus jeunes, Le Grand Noël des animaux, qui est un film français, un film d'animation qu'on dit dès 4 ans, qui dure 70 minutes, fait que beaucoup plus accessible. Ouais. C'est comme une collection de courts-métrages d'animaux dans la forêt qui préparent Noël, puis qui ont des péripéties, qui doivent aider le Père Noël et tout. Très, très sympathique. C'est un film français, en fait, qui avait joué Noël dernier en France, mais qui arrive là, pour le nôtre ici. Fait que... D'après moi, plus les cinémas indépendants, alternatifs vont jouer ça. Peut-être une projection en matinée, justement, pour... la famille, les jeunes et 4-5 ans. Je pense que c'est un très beau film de se mettre dans l'ambiance des fêtes. D'après moi, si t'arrives là le 19, puis probablement qu'au 4 janvier, ça sera plus là. Vraiment pour le temps des fêtes. Mais il y en a beaucoup qui profitent de ce moment-là en famille. Une première sortie au cinéma, par exemple, c'est un très bon film. Surtout comme c'est des courts-métrages, c'est plus facile à suivre, des petites histoires de 10 minutes. Puis c'est un collectif, là, justement, de plein d'artistes différents qui ont travaillé ensemble pour créer cet ensemble-là. C'est pas un programme de court-métrage, il est quand même emballé dans une continuité. On arrive, au 25, c'est Noël, les cadeaux sous le sapin. Bon, certains de ces films-là... On a eu des cartes cadeaux pour le cinéma, qu'on va utiliser. Certains de ces films-là sortent aussi le 24 décembre en primeur, mettons. Là. Puis il y a des cinémas aussi, pas mal, tous les cinémas sont ouverts tous les jours, des fois des heures réduites, fait que checkez ça. Fait que moi, je commence avec le gros du 25, je pense qu'il va se retrouver dans plusieurs courses à des prix. Marty Supreme de Josh Safdie. Oui, alors que Benny, le duo des frères Safdie se sépare maintenant pour faire des films. Benny a offert Smashing Machine plutôt. Les deux sont avec A24, mais on s'est gardé le suprême pour le temps des fêtes avec Timothée Chalamet. Ça fait 2 Noëls de suite qu'on a un Timothée sous le sapin. Odessa A'zion, Gwyneth Paltrow, Kevin O'Leary. On est à New York en 1952 et on va suivre Marty Mauser, qui est surnommé Marty Supreme, son nom de sportif, mais c'est Marty Mauser qui est un jeune homme à l'ambition démesurée qui va être prêt à tout pour réaliser son rêve de devenir champion de ping-pong, mais on dit de tennis sur table parce que c'est très vexant, c'est table tennis. Ouais. Et prouver au monde entier que rien lui est impossible parce que en 52, c'est un sport qui est très populaire en Asie et ailleurs dans le monde, mais pas aux États-Unis. Mais lui, il est champion, il se tient dans des lieux de pratique, là, des bars de ping-pong, des fois pour hustler, pour se faire la main. Puis, il a besoin d'argent pour se rendre dans ces tournois internationaux. Alors, il va devoir grinder, comme on dit en bon français, tout le long du film pour essayer de se sortir la tête de l'eau, ramasser les quelques milliers de dollars qu'il a besoin pour aller à son tournoi au Japon. C'est un récit donc de personnage fictif qui est très culotté, très audacieux. Imaginez un peu Forrest Gump, mais enlever tout le crémage sur le gâteau puis qui est plus dans Dèche un petit peu, là, que juste toujours arriver au bon moment avec la musique. Moi, je trouve que c'est un personnage qui baignerait bien dans l'univers des frères Coen. Ah oui, tout à fait. Ouais, en fait, à tout ça, il y a aussi un côté... Inside Ewin Davis, là, de ça, qui est aussi à New York, de mémoire. Là. Fait que de dire « je suis le meilleur, tout m'est dû ». Ouais, puis un côté racaille un peu, hustler, qu'on voit pas nécessairement dans la bande-annonce de mémoire. Fait que ça a été la belle partie. Non, on le voit juste dans des shots d'explosion, puis de voitures qui se frappent, puis tout, mais pas dans le narratif. Exact. Fait qu'il y a vraiment toute une sous-histoire qui est, je pense, même plus intéressante que celle sur le ping-pong. Comme du ping-pong au début puis à la fin, mais pas le milieu. Fait que moi, j'ai beaucoup apprécié, justement pour ça, l'originalité de l'histoire. C'est intéressant. On se demande jusqu'où tout ça va mener. Évidemment, les performances. Comme un comeback pour Gwyneth Paltrow. Ça, je pense que ça faisait 5 ans qu'on ne l'avait pas vu jouer dans un film. Okay. Un petit rôle de soutien, mais quand même très efficace. Le plus surprenant, c'est Kevin O'Leary, qui joue le mari de Gwyneth Paltrow. Lui, c'est qui? C'est un homme d'affaires. En fait, il était dans Dragon's Den au Canada et Shark Tank aux États-Unis. Okay. Il s'était présenté à la chefferie du Parti conservateur il y a quelques années. C'est un Canadien? C'est un Canadien, okay. Kevin O'Leary, ouais. Donc, mais les frères Safdie sont connus pour aller chercher des visages aussi. Fait que dans leurs films, c'est souvent des non-acteurs. Mais souvent des Canadiens, parce qu'il y avait The Weeknd dans Uncut Gems. Ouais, c'est ça. Donc, fait que je
je serais curieux de voir comment l'association s'est faite pour Kevin Hillery, mais honnêtement, il est bon, il joue un peu lui-même, là. C'est quand même quelqu'un d'un peu arrogant, très sûr de lui. Ouais, puis il y a un gars de finance qui a de l'argent et qui investit dans des projets. Mais ça passe bien, mais pas la révélation, mais Timothée Chalamet est vraiment excellent. Ouais, c'est absolument incarné, puis c'est un rôle que je disais l'inverse de Forrest Gump, c'est qu'il est pas particulièrement attachant. Tu comprends pourquoi les gens veulent être avec lui, mais en même temps, pourquoi il l'énerve, puis il baratine. C'est quelqu'un de très égocentrique aussi, très centré sur lui. Puis au niveau des maquillages aussi, Chalamet s'est amusé, là, parce qu'on va mettre un mono-sourcil. Il y a des trous de peau aussi. D'ailleurs, on me disait que j'avais lu que ça prenait 90 minutes de maquillage chaque jour. Fait que moi, je mets un petit 2. Je pense qu'il va avoir le score du meilleur acteur. Ouais, c'est ça. Domination, c'est sûr. Le score, je pense parce que ça chez les hommes, il n'y a pas de... il va sûrement avoir DiCaprio, tu sais, parce qu'il a fait un gros film. Mais il n'y a pas de front-runner, comme on dit, vraiment, là, chez les hommes. Je sais pas si on va aller ressortir de Mickey 17, Robert Pattinson, ou... je pense pas. Il va être plus en secondaire pour Die My Love, peut-être, tu penses? Écoute, même s'il n'a même pas été nommé au Globe, moi, je pense que... OK. Moi, je pense que ça va être probablement Jesse Plemons, Chalamet. The Rock va l'avoir, je pense, un peu par défaut. Aux Oscars. Qui tu as nommé DiCaprio, puis il va avoir comme un wildcard. Outsider d'habitude. Non, Paul Mescal. Amnet. Non, il est dans Soutien. Soutien, ok. C'est plus Jesse Buckley. Moi, je pense à peut-être Bing Jong-hun, Bing Jong de No Other Choice, je pense. Ok, je connais pas le nom de ce comédie. Donc, voilà pour Marty Supreme. Ou l'agent secret, Wagner Moura. Aussi, pour être aussi. À noter que c'est le film le plus cher produit par A24 avec un budget de 70 millions. Fait quand même. Le plus cher. Le plus cher, c'est ça. Alors, il croit. Puis juste parler un petit peu aussi au niveau de la musique quand même. On est assez. La reconstitution puis tout. Là. Oui, merci de parler de la musique. Oui, parce que on est audacieux dans les choix musicaux. Là. On est des années 80 en musique. Ouais. Mais d'un film des années 50. C'est pas une loi, là, c'est pas officiel. Mais d'habitude, quand tu fais un film rétro, tu vas prendre la musique de cette époque-là pour que ça soit un peu... là, il est comme anachronique. Oui, tout à fait. Forever Young. Là. Forever, oui, c'est ça. Il y a quelques... au générique de fin aussi, ça en est une autre. Je sais plus laquelle. Everybody Wants to Rule the World. Ouais, c'est ça. Tears for Fears. Qui est presque 90, fin 80. Non, c'était 1880. 1880, okay. 85, mais c'est qu'ils ont continué à faire des albums en 80. Oui, les autres, ils ont continué. Puis même niveau instrumental, on est beaucoup dans le synthétisé électropop, là. Fait que ça détonne, mais ça fonctionne. C'est juste comme... c'est pas aussi... tu sais, comme on dit, c'est un film qui est très excitant parce qu'il veut sortir sa tête de l'eau. C'est pas aussi pire qu'Uncut Gems ou... le film avec Rose Byrne là, de cet été qui était super anxiogène là, avec des gros plans. Five Legs at Kill You. Là. At Kick You. At Kick You, Puis c'est ça, fait que c'est un petit peu plus dosé que ça s'écoute très bien, mais ça reste un film qui est au bout de ton siège quand même, je trouve. Il n'est pas nécessairement un gun à la tempe là, comme dans Uncut Gems, mais moi j'ai vraiment aimé ça là, du début à la fin. C'est une ride, là, c'est une aventure de jeu puis de personnages. Quand même comme One Battle After Another était là, cette espèce de moment qui dure quelques jours puis qui est comme sans fin puis qu'il n'y a pas le temps de dormir là. Fait que moi c'est même moi qui me rejoint plus que One Battle. Ouais, tant mieux, ça, tant mieux parce que moi je sais que One Battle t'avais plus de réserve. Ouais. Voilà, fait que ça je pense que c'est le gros cadeau pour les amateurs de cinéma, pour les auditeurs du podcast. Pour les amoureux de films français, il y a des preuves d'amour d'Alice Douard. Exactement, moi aussi j'allais sur lui parce que on l'a vu tous les deux avec Ella Rumpf, mais surtout notre Québécoise, même native de la ville de Québec, Mania Chokri, mais qui joue comme c'est la mode ces temps-ci pour nos comédiens québécois et surtout québécoises qui jouent une française là-dedans. Là. Elle joue son accent, mais c'est pas ses premiers faits d'armes. Là. Elle a joué en Belgique puis en France depuis longtemps, Mania. Céline attend l'arrivée de son premier enfant, mais elle n'est pas enceinte. En fait, dans 3 mois, c'est Nadia, donc jouée par Chokri, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. On est au début des années 2000, mi-2000, il me semble, 2008. 2008, ouais, c'est ça. Puis sous le regard de ses amis, de sa mère et aux yeux de la loi, elle va chercher sa place et sa légitimité. Parce que la loi sur le mariage homosexuel vient d'être acceptée en France et que c'est plus... c'est accepté et légal. Mais pour ce qui est de la reconnaissance... Ouais, par rapport à la parentalité, il faut comme qu'elle adopte la
fille, l'enfant, je pense une fille qui va naître, une fois qu'elle va naître, fait que là, elle a besoin de plein de paperasse, d'avoir des témoignages qui prouvent que sont un couple, qu'elle peut être un bon parent, puis tout. Fait qu'il y a beaucoup... C'est pas si simple encore être homosexuel puis avoir accès à tous ses droits. Alors, c'est un film qui présente ça, qui le présente d'une très belle manière, mais qui est pas juste sur comme de la bureaucratie puis de la législation, là. On est aussi sur ce côté de... il me semble qu'il y a d'autres films qui traitaient ça dans l'année, de genre, là, juste avant d'être parent, tu sais, puis ça m'est arrivé, ça va faire 2 ans bientôt, mais quand même récemment, il y a une petite angoisse, il y a un petit comme... Comment trouver notre place, que ça va changer dans le quotidien. Là, c'est un couple homosexuel, mais il y a quand même de quoi qui est universel, ou occidental du moins, à tout ça, de... genre le parent qui ne porte pas l'enfant, il y a comme un détachement jusqu'à temps que ça devienne réel puis dans ta face, tu sais. Fait que ce film-là le témoigne aussi d'une belle manière avec l'utilisation de la musique et tout. C'est super pour ça. Oui, ça fait un peu plus longtemps que tu l'as vu, toi, je pense. Moi, je l'avais vu en novembre parce que j'ai interviewé Alice Douard et Monia Chokri, le duo quand même. Okay. Alice Douard, la réalisatrice. La réalisatrice, oui. Donc, pour qui il s'agit quand même d'un premier long métrage. Elle avait fait beaucoup de courts métrages. Et elle a vécu elle-même, en fait, c'est en partie inspiré de son histoire. Donc, elle était en couple et c'est sa conjointe qui avait porté l'enfant et tout ça. Donc, un beau papier que je vous invite à lire en début de semaine prochaine. Ça va être quelques jours avant, sur mon ciné. Puis, ce qui est cool, aussi un autre aspect, c'est que le Céline, un personnage de Ella Rumpf, est comme un peu, pas nécessairement en froid, mais assez distante avec sa mère. Sa mère qui est une pianiste célèbre de renommée internationale, donc elle a une relation était peu là dans sa vie, là, un peu comme dans Valeurs sentimentales, mais... avec pas autant de ressentiment, mais puis là, elle a besoin, entre autres, qu'elle y écrive de quoi, fait que ça devient comme un enjeu d'y parler de tout ça et tout, là. Donc, fait que très beau film à voir. Les deux comédiennes forment un bon duo, partagent une belle chimie. Elle a Rumpf qu'on avait vu, entre autres, c'est à cause du film Grave que Alice la voulait. OK, mais j'ai pas vu Grave. Donc, elle avait un rôle secondaire, mais elle crevait quand même déjà l'écran, très charismatique. Puis, comme elle se disait, c'est surtout dans son non-regard, dans ses non-paroles, dans son non-verbal, dans son regard. C'est dans son regard. Quand elle ferme les yeux. Quand elle ferme les yeux, elle est très bonne. Fait que voilà, fait quelque chose d'un peu plus léger, mais qui fait quand même réfléchir aussi. Voilà. D'amour, très efficace. Dans les autres titres, 3 autres sorties du 25, on n'a pas vu, fait que j'y vais un peu plus rapidement. Ouais. Jean Valjean de Éric Besnard, lui qui était derrière Délicieux et Louise Violet, et retrouve son acteur chouchou, Grégory Gadebois, qui a une excellente gueule de cinéma et de drame français. Bernard Campan, Isabelle Carré, Alexandra Lamy aussi, qui joue souvent dans ses films, dont dans Louise Violet. On est en 1815. Jean Valjean sort du bagne, ce qui est un peu la prison, finalement. Brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d'église, joué par Bernard Campan. Sa sœur et leur servante, face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et dans cette nuit suspendue devra choisir qui il veut devenir. C'est un préquel. Non, en fait, c'est les premières parties. Ouais, c'est la première partie des Misérables. Ouais, tout simplement. Donc, fait que juste pour les ça, les 3 premiers tomes du roman. OK, fait que les vrais Misérables, je connais rien, c'est une solide brique. Ah oui, c'est un 1000 pages. C'est très intense. Donc, on la voit aussi dans la comédie musicale, cette partie-là, dans le fond, où Jean Valjean doit décider est-ce qu'il tente de devenir honnête ou va voler le prêtre pour se prendre la fuite et tout ça avec les chandeliers en or. Je connais rien aux Misérables. Ouais. À part que Anne Hathaway a gagné un Oscar puis de l'anorexie, là, mais je connais rien à ça. Chez nous, on est des grands fans, fait que moi, c'est sûr que je vais aller le voir avec grand intérêt. Voilà. Alors, on en dit beaucoup de bien. Il est sorti en France il y a 3 semaines à peu près aussi. Fait que c'est une sortie pas mal synchronisée. La comédie Anaconda de Tom Gormican, lui à qui on devait The Unbearable Weight of Massive Talent. Eh bien, il adore les comédiens comiques. Ouais, puis les films méta aussi. Ouais, c'est vrai. Là, on est avec Jack Black et Paul Rudd, mais aussi Thandie Newton, Steve Zahn, Daniela Melchior. Un groupe d'amis. Au début, je pensais qu'ils jouaient eux-mêmes, mais j'avais mal compris. Ils sont pas eux-mêmes, c'est des personnages. Mais c'est du monde, ils sont un peu dans la crise de la quarantaine, et eux, ils étaient méga fans du film Anaconda des années 90 avec John Voight, puis Jennifer Lopez, Owen Wilson, puis Ice Cube, qui était ça tout à fait de mon époque. Je louais ça à 12-13 ans. C'était hilarant. Et c'est quand même de la merde, ce film-là.
Alors, eux, ils disent « Hey, c'est notre but, on le fait, on fait un remake d'Anaconda, comme production indépendante, on va chercher de l'argent, puis tout. » Mais là, il leur arrive un problème, puis leur serpent, ils le perdent, ils ont un accident avec. Fait qu'ils doivent... Là, ils sont dans la jungle, ils sont en train de s'endetter pour faire le film, fait qu'ils partent à la recherche de trouver un Anaconda pour pouvoir tourner leur film avec. Et ben là, shit hits the fan, puis ils vont tomber sur des serpents géants et des criminels très violents. Fait que c'est une comédie assez premier degré, un peu à la Jumanji. Là, on se met dans des situations périlleuses, puis ça devient drôle. À noter, je l'avais dit quand même, c'était plus évident pour la femme de ménage, mais c'est 13 ans et plus. Okay. Fait que, des petites séquences un peu graphiques. Je te rappelle, tout ce qui est plus jeune que... Ouais, il doit y avoir des serpents qui mangent du monde, des choses de même. Là. Tout ce qui est plus jeune que 13 ans peuvent y aller accompagnés d'une personne majeure, donc de 18 ans et plus, donc parents-enfants, mais ils peuvent pas y aller tout seuls. Fait que, puis c'est aussi, c'est pour vous, là, vous choisissez ce que vos enfants veulent voir. Fait que il n'y a pas de mention particulière de violence, horreur, quoi que ce soit, mais c'est 13 ans et plus sur l'ensemble du concept. Vous aurez compris qu'on ne l'a pas vu encore, mais ça, je vais essayer d'aller le voir quand même pendant les fêtes, genre de divertissement. Je suis comme tout le monde, je suis pas insensible à Paul Rudd. As-tu autre chose à dire sur Anaconda? T'as-tu vu les 3 premiers? J'ai vu aucun des films. Okay. J'ai vu le premier. Après, il y a eu une suite Diamant de sang ou je sais pas quoi. Puis Diamant d'orchidée, Fleur d'orchidée. Puis le 3e, c'était un straight to DVD. Puis c'était de la vidange. Mais je suis content de voir que c'est ça. Parce qu'il y a un an, quand Sony annonçait qu'il avait calé une date pour dire que Anaconda remake genre sortait à Noël, t'es comme « Ah non, un film d'horreur de merde, tu sais, genre pour ados, je sais pas quoi. » Une bouse. Plus comme « Ah ok, non, c'est une comédie un peu niaiseuse, mais sympathique. Fait que... C'est un bon twist. Oui, plus intéressant. C'est de la contre-programmation pour Avatar. C'est ce qu'on voit. Il n'y a pas d'autres films d'aventure du même type. C'est pour ça que je pense qu'on s'est pas gêné sur le 13+. Et le drame musical / biopic Song Blue de Craig Brewer, à qui on doit entre autres Black Snake Moan, que j'avais beaucoup aimé il y a quasiment 20 ans, et Dolomite Is My Name il y a quelques années, avec Hugh Jackman et Kate Hudson, parce qu'on parlait des Misérables, Hugh. Hugh, j'imagine. Inspiré d'une histoire vraie, c'est 2 musiciens un peu à la dérive qui vont former un sympathique groupe de reprises de chansons de Neil Diamond. Sweet Caroline, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour trouver l'amour et réaliser ses rêves. Alors, une belle histoire inspirante comme ça. C'est pas un musical, mais c'est sûr qu'il y a des performances musicales. Kate Hudson et Jackman sont 2 personnes très talentueuses qui ont tous les talents. Et inspiré d'une vraie histoire, en fait. Donc, oui, c'est ça, exactement. C'est un documentaire à la base. Puis, oui, c'est ça, un documentaire de 2008 qui recensait ces personnes-là. Ça a inspiré Brewer et son équipe, puis ils ont écrit ça et tout. Fait que voilà. Moi, je lève la main, je vais aller voir ça. Puis ça a l'air que les gens chantent dans la salle parce qu'il y a beaucoup de tunes de Diamond qui jouent. Je pense qu'à part Sweet Caroline, peut-être que je connais des tunes de lui sans savoir que c'est lui. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça plutôt. Mais moi aussi, je ne pourrais pas te nommer les autres, mais je sais que j'en connais d'autres. Fait que là, c'est déjà 3 films que tu vas venir au cinéma. À moins que tu laisses passer Anaconda, je sais pas. Ça va dépendre de la température. En fin de semaine, il annonce la pluie. Après, pour les fêtes, on verra. Écoute, on va avoir réussi. On va être à peu près à 1 heure. Il y a quelques films qui sortent le 2 janvier, mais quand même très peu. C'est surtout des sorties limitées. Il y a aussi, je le mentionnais en introduction, No Other Choice de Park Chan-wook, Aucun autre choix, sort le 25 janvier à Montréal. On va le couvrir plus tard en janvier quand il va sortir en région. Le 9 janvier, nous, on se revoit. On va parler de Chien 51, qui sort aussi juste au Quartier Latin le 2 janvier, mais beaucoup plus large le 9, le film de science-fiction français. La femme la plus riche du monde, même principe, certains cinémas le 2 janvier, mais la plupart le 9. Is This Thing On? Est-ce que ça fonctionne? Je pense qu'il l'appelle comme ça, en sous-titré français, avec Will Arnett, réalisation de Bradley Cooper. Sort aussi pour Noël à Montréal, mais le 9 janvier plus largement. Alors, on va être là le 9 finalement pour parler de tout ça. Ça, j'aime bien gros Will Arnett. Moi, et on dit ce que j'ai lu. C'est d'ailleurs la critique de notre collaborateur au magazine Mon Ciné, Daniel Racine, qui dit « Enfin un rôle à la hauteur du talent de Will Arnett ». Alors, très bon. Mais c'est vraiment un drame. Même s'il joue quelqu'un qui fait des open mic puis que ça va pas bien dans son mariage puis qui est en divorce et tout, c'est vraiment plus un drame qu'une comédie dramatique. Je pense que même ses stand-ups sont assez cyniques et tout. De quelques extraits que j'ai vus, oui, effectivement. C'est ça. Il faut le voir plus comme un drame humain qu'une comédie. C'est tout. Ah non, j'ai pas ma feuille. Ah non, j'ai mis mes notes ailleurs. Faut que je me souvienne. C'est tout pour cette... je vais y aller de mémoire. C'est tout pour cette semaine. Ouais. Suivez-nous
Facebook, Instagram, Mon Ciné, like, subscribe and share. Allez voir l'article sur monciné.ca des preuves d'amour, voilà. Chakri, oui. Et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon lait et biscuits. Ouais, à tous les Pères Noël qui nous écoutent. Et si jamais vous voyez une demande d'emploi comme femme ou homme de ménage, qui sait, assurez-vous de ne pas dormir sur place.